Ce travail est respectueusement dédié à l'héroïsme des combattants de la résistance, passé, présent et futur. Je me souviens de ce jour de septembre 1987. Ma mère attendait la diffusion du pilote de V avec impatience. Sa sortie en 1983 aux États-Unis avait déjà été un événement retentissant avant de devenir un vrai choc mondial. D'une durée totale de 3 heures, divisée en 2 parties d'1 heure et demie, entièrement écrit, produit et réalisé par Kenneth Johnson, le long métrage raconte le débarquement d'extraterrestres à l'apparence humaine sur Terre. Le succès du pilote fut tel que Warner commanda immédiatement une suite de 3 épisodes appelée The Final Battle. Mais son créateur, Kenneth Johnson, quitta le projet. Malgré l'absence de l'auteur original, le studio continua de développer V, d'abord sous forme d'une série de 19 épisodes, puis d'un reboot en 2009 qui fut annulé après 2 saisons. Des années après, personne ne suit exactement comment se terminait V. Différentes fins ont été apportées à travers les séries et reboots, mais aucune ne semble être satisfaisante, ni pour moi, ni pour Kenneth Johnson. Ce dernier a d'ailleurs multiplié les tentatives de mettre son propre point final à cette guerre, malheureusement sans succès. Pourtant, des éléments présents dans le pilote original, ainsi que dans un livre de l'auteur en personne, permettent, selon moi, d'élaborer une théorie sur ce que pourrait être la vraie fin de V. Avant de commencer, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu les 2 parties du pilote original pour suivre cette vidéo. Alors que le journaliste Mike Donovan filme des soldats en plein combat au Salvador, un gigantesque vaisseau apparaît dans le ciel. Rapidement, d'autres engins spatiaux sont remarqués partout dans le monde. Après avoir envoyé un message dans toutes les langues sur l'ensemble de la planète, les mystérieux visiteurs conviennent d'un premier contact avec le secrétaire général des Nations Unies. Ces extraterrestres semblent avoir une forme humaine et déclarent être venus en paix du système Sirius, situé à 8,7 années-lumière de notre planète. Ils proposent alors un marché fructueux entre les 2 espèces. En échange de leurs connaissances avancées en matière de médecine et d'environnement, ils demandent des produits chimiques terrestres censés régler leurs problèmes environnementaux, bien plus graves sur leur planète que sur Terre. Rapidement, les travaux commencent pour débarrasser les usines proches des océans et mers de leurs déchets toxiques. En parallèle, les visiteurs nomment les meilleurs journalistes terriens pour être leur porte-parole auprès du grand public. Certaines spécificités des extraterrestres attisent la curiosité de la communauté scientifique. Les visiteurs ont une voix différente, la peau froide, ils ne mangent pas de nourriture cuite, les moustiques ne les piquent pas, et petit détail troublant, les petits animaux sont affolés en leur présence. Au fur et à mesure de leurs observations, des scientifiques semblent mal à l'aise et même méfiants vis-à-vis des visiteurs. C'est alors que certains de ces savants se mettent à disparaître mystérieusement. Peu de temps après, d'autres scientifiques déclarent qu'une conspiration contre les visiteurs est en marche et dénoncent leurs confrères. Des preuves sont même retrouvées. Les extraterrestres demandent alors l'aide des Nations Unies afin d'avoir les identités et coordonnées de tous les scientifiques. Très vite, ces derniers et leurs proches sont diabolisés et mis au banc de la société. Ils perdent des contrats, des partenariats
et même les membres de leur famille sont abandonnés par leurs collègues de travail de peur de perdre définitivement leur emploi. Tony, un collaborateur de Donovan, découvre alors quelque chose. Plusieurs dénonciateurs semblent avoir un comportement inhabituel. Tu ne remarques rien? Il se sert de sa main droite. Alors qu'hier, il s'est servi de sa main gauche, donc il est ambidextre. Non, il ne l'est pas. Et Duvivier non plus, j'ai vérifié. Non, Mike. Jusqu'à cette semaine, ils n'étaient pas gauchers, ils étaient droitiers. Pour en avoir le cœur net, le journaliste décide de monter dans l'une des navettes des visiteurs. Il apprend alors que les produits chimiques collectés sont en réalité rejetés hors du vaisseau au-dessus des villes. Il découvre également une méthode de conversion du cerveau. Donovan finit par comprendre enfin la véritable nature des visiteurs. Sous leur apparence humaine, ils sont en fait des reptiles. Le reporter arrive à s'évader et compte bien diffuser les images prouvant que leurs intentions sont loin d'être pacifiques. Mais la diffusion est coupée. Elle est remplacée par un message mettant en avant la dangerosité de Mike Donovan. Celui-ci devient l'ennemi numéro 1. Et pour être sûr que tout se déroule au mieux avec les visiteurs, les gouvernements votent d'un commun accord la loi martiale. Les habitants de la Terre commencent à avoir peur. Des campagnes de communication sont alors mises en place par les visiteurs dans un but d'apaisement. Mais sous cette image rassurante, une véritable chasse à l'homme est ouverte et les forces de l'ordre sont au service des visiteurs. La majorité des familles de scientifiques tentent de s'enfuir ou de se cacher, ayant peur d'être jugés comme des conspirateurs. Certains leur viennent en aide, mais sont à la merci des trahisons et des délations. Les dénonciateurs sont récompensés par de modestes cadeaux ou titres ronflants. Les populations se divisent alors en 3. D'abord ceux qui vouent une confiance aveugle envers les visiteurs, puis ceux qui collaborent activement. Ce sont en général des jeunes gens fascinés et récupérés par les visiteurs. Ils traquent et dénoncent les scientifiques, mais aussi toute personne remettant en cause la légitimité des extraterrestres. Même leurs propres parents commencent à en avoir peur. Et enfin, il y a le plus petit groupe, celui qui résiste et qui commence à s'organiser en petites cellules pour contrer l'oppresseur. Les disparitions s'accumulent et ne concernent plus seulement des scientifiques. Tous les opposants capturés sont emmenés dans le grand vaisseau mère pour y être torturés ou pour y subir de terribles expériences. Mais tous les visiteurs ne sont pas mauvais. Certains font partie de la 5e colonne, une autre cellule qui désapprouve les actes commis par les leurs. Ils veulent venir en aide aux humains. C'est grâce à Martin, membre de la 5e colonne, que Mike Donovan va découvrir 3 horribles vérités. Vous êtes venu chercher de l'eau. C'est une substance encore plus rare et encore plus précieuse que vous ne pourriez le croire. Quant aux mystérieux humains kidnappés, ils sont en fait conservés et serviront de chair à canon contre un grand ennemi, une autre race extraterrestre. Il y en a une partie qui doit aller se battre. Pas les autres. En réalité, il n'y a pas que l'eau qui nous manque pour survivre sur notre planète. De la nourriture. Peu à peu, une cellule secrète de résistants, avec en tête Mike Donovan et le docteur Julie Parrish, s'allie aux visiteurs rebelles de la 5e colonne et s'organise pour un combat de titans. Mais Diana, officier de haut rang dans l'armée des envahisseurs, veut à tout prix soumettre totalement l'humanité. Même s'il y a de petites victoires, la résistance ne pourra pas tenir sans une aide extérieure. Julie Parrish décide donc d'envoyer un message aux confins de la galaxie à destination des mystérieux ennemis des visiteurs, espérant que cette autre race rejoigne le camp des humains pour l'aider à lutter. Ainsi se termine le premier pilote de V, avant que le projet télévisuel n'échappe à son auteur. Avant de tenter d'apporter une conclusion possible à cette guerre naissante, il est intéressant de mettre en avant certains éléments du film. Il ne vous aura probablement pas échappé que V est avant tout une allégorie de notre propre histoire, avec l'émergence, l'invasion, puis la guerre contre le régime nazi dans la première moitié du XXe siècle. Le titre de la série lui-même est calqué directement sur la campagne des V de 1941. Campagne née en Belgique et qui choisit la lettre V à la fois pour le mot Vrijheid, qui veut dire liberté en néerlandais, mais aussi pour le mot victoire en français.
La campagne toucha l'Europe entière et son symbole sera utilisé notamment par Churchill. Après la première séquence d'introduction du film, c'est bien ce symbole que l'on voit apparaître. Il est accompagné d'une musique qui, elle aussi, appuie encore le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Elle est essentiellement composée d'une même cellule rythmique répétée, 3 coups brefs, puis un 4e plus appuyé. Ce rythme est un clin d'œil à la 5e symphonie de Beethoven. Dont le thème fut le symbole de la résistance pendant la guerre, notamment dans l'émission « Les Français parlent aux Français » en 1941. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Ce rythme renvoyait surtout aussi à la base à la lettre V en morse. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'uniforme des extraterrestres est littéralement taillé en V, et de la même couleur rouge sang utilisée par les résistants pour faire leurs tags. Leur appellation de visiteurs renvoie encore à cette sonorité en V, à tel point que l'on peut penser au début du film que le logo fait référence aux visiteurs eux-mêmes. On pourrait voir dans cette intrication dès le départ une forme de prédiction quant à l'avenir commun des deux espèces, destinées à s'affronter. D'autres éléments sont annonciateurs de la bataille à venir. Le thème de la guerre des étoiles est ici joué pour accueillir les visiteurs. Et un peu plus loin dans le film, Brian, un visiteur, joue à un jeu vidéo dont le titre est Space Invaders, les envahisseurs de l'espace. C'est ensuite dans le développement global du film qu'on peut retrouver des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la manière dont les nazis sont arrivés au Danemark en amis et avec des promesses de protection contre l'impérialisme anglais. La persécution des juifs est remplacée ici par celle des scientifiques. L'instauration de la loi martiale en Allemagne en 1933 est reproduite par les visiteurs pour contrôler et capturer les scientifiques. On retrouve aussi les mêmes procédés de propagande, la même jeunesse utilisée en milice, la dénonciation, la collaboration, les rafles, et même la croix gammée est très proche de l'emblème utilisé par les visiteurs. Kenneth Johnson a d'ailleurs toujours assumé son inspiration et sa volonté. Ce dont traite réellement V, c'est avant tout la façon dont les gens changent, les relations entre les gens et la manière dont ils réagissent. Certains d'entre eux deviennent opportunistes et collaborateurs, comme les Français de Vichy. D'autres encore se disent que ce n'est que passager, que ça ne peut pas recommencer, que ça ne peut pas arriver ici. Et il y a ceux qui refusent et qui veulent combattre et deviennent résistants. Plusieurs personnages du film se réfèrent d'ailleurs aussi à cette époque. Julie Parrish, la jeune biologiste qui se retrouve chef de la résistance, rappelle certaines vraies résistantes françaises de la Seconde Guerre mondiale, comme Simone Ségouin ou Madeleine Riffaut, toutes les deux entrées en résistance à seulement 18 ans. La jeune Robin Maxwell, la fille de l'anthropologue, devait d'ailleurs être le personnage central du script original de Kenneth Johnson, faisant d'elle une sorte d'Anne Frank contemporaine, contrainte de se terrer au fin fond d'un abri pour échapper à la police des visiteurs. Le commandant suprême est un modèle de cynisme politique, tout comme Steven qui est le type même de l'officier dénué d'état d'âme. Et Diana, la responsable scientifique avide de pouvoir, peut faire penser au docteur Joseph Mengele. La 5e colonne au sein de l'armée des visiteurs fait également écho à la résistance interne qui a existé sous le régime d'Hitler. La dernière référence à la Seconde Guerre mondiale se trouve dans la séquence finale du film, et elle est pour moi capitale pour chercher ensemble la meilleure fin possible à V. Mais j'y reviendrai plus loin. Kenneth Johnson finit donc son film sur Julie Parrish envoyant un appel à l'aide à destination des ennemis jurés des visiteurs. À partir de là, les différentes déclinaisons télévisuelles de V ont ensuite proposé plusieurs fins. Dans la seconde mini-série, The Final Battle, un organisme biologique mystérieux est trouvé et celui-ci s'avère être toxique pour les visiteurs. La résistance répand simultanément partout dans le monde la toxine dans l'atmosphère terrestre, à l'aide de millions de montgolfières. Tous les vaisseaux mers, hormis celui de Los Angeles, quittent l'atmosphère terrestre. Les résistants et les membres de la 5e colonne rentrent victorieux sur Terre. Dans la série télé, qui se déroule 1 an après que la toxine rouge ait été répandue sur la surface de la Terre, la résistance doit localiser le secret des anciens pour vaincre le leader. Dans le reboot de 2009, le dernier épisode de la seconde saison Mother Day, Anna décide d'éliminer toute résistance humaine. Toute l'humanité succombe et seules les personnes sous terre survivent. Mais aucune de ces fins n'a satisfait l'auteur original.
Kenneth Johnson a alors écrit lui-même sa propre suite dans un livre sans tenir compte des divers développements des séries. Situé 20 ans après le pilote original, son livre V, la deuxième génération, dépeint une Terre toujours sous la domination des visiteurs. Ils sont à mi-chemin de prendre toute l'eau de la planète sous prétexte de la nettoyer de toutes les substances polluantes. Une grande partie de l'océan Pacifique est devenue désertique. Juste au moment où tout semble désespéré, le fameux appel à l'aide envoyé dans l'espace par Julie Parrish est enfin entendu. Les Zettis, une race extraterrestre insectoïde, ennemie jurée des visiteurs, arrivent sur Terre. Les Zettis ont des armes nucléaires spéciales produisant des ondes de choc extrêmement destructrices. La guerre éclate et c'est une victoire écrasante en faveur de la résistance et des Zettis. Le chef et son haut commandement sont jugés pour crimes de guerre devant la Cour internationale de la Haye. À la fin du livre, le chef des Zettis, Hayden, annonce lors de son allocution mondiale que leur race va devenir les nouveaux surveillants de la Terre, faisant ainsi entrer les deux espèces dans un rapport de collaboration mutuelle et fructueuse. Mais qu'en sera-t-il vraiment? Quelles sont vraiment les intentions des Zettis? Le livre finit sur cette ambiguïté, où l'on se demande forcément si la Terre n'a pas remplacé son oppresseur par un autre. Kenneth Johnson n'étant pas allé plus loin dans son œuvre, c'est maintenant à nous de rassembler les éléments pour y apporter la fin la plus probable. Et pour avoir la réponse, il suffit juste de faire ce que Kenneth Johnson a toujours fait pour développer son récit. Se pencher sur notre propre histoire du monde. Regardez. Nous avons vu plutôt le parallèle entre les visiteurs et l'envahisseur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cette guerre, que représenteraient les Zettis? De qui sont-ils l'allégorie? Comme promis, je reviens donc sur la scène finale du pilote original. Julie Parrish lance son message aux Zettis, tout comme le général de Gaulle dans son appel du 18 juin. En voici un extrait qui pourrait nous aiguiller sur ces ennemis des visiteurs. Deux puissances extérieures sont citées ici, les États-Unis et l'Angleterre. Et dans le livre, il est intéressant de noter que les Zettis se divisent en trois races. Une proche de moustiques et possesseur de bombes nucléaires, une autre proche des hippocampes, et une dernière proche de la menthe religieuse. Au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, je pense que ces trois races représentent en réalité les alliés, américains, anglais et russes. Il reste difficile d'affirmer avec certitude quel pays renvoie à quelle race des Zettis, mais on peut déjà noter que les moustiques utilisent l'équivalent de la bombe atomique, comme les Américains avec Hiroshima. De plus, la figure de l'hippocampe symbolise souvent la puissance maritime, puissance revendiquée pendant longtemps par l'Angleterre. Dans les timbres postaux, on retrouve d'ailleurs ces animaux tirant le char de la Grande-Britannia. La race restante, les menthes religieuses, représenterait alors la Russie. Voici alors la fin que l'on peut déduire. Les Zettis deviennent leaders d'un monde en paix, assument leur puissance désormais globale et impulsent ainsi un nouvel ordre mondial fondé sur un système d'arbitrage entre les pays, mais où ils dominent les débats. L'impossible accord sur la Terre et les visions divergentes au sein des Zettis conduisent à l'instauration de l'état de guerre froide entre les trois races. Deux clans se forment, les moustiques et hippocampes face aux menthes religieuses. Le sujet majeur du conflit est le règlement du problème territorial, qui ne trouvera son dénouement provisoire qu'avec l'édification d'une frontière coupant la Terre en deux, une gigantesque barrière comme pour le mur de Berlin. Une grave scission se développe alors sur plusieurs années. Là où le bloc ouest de la Terre jouit d'un certain confort et se développe, le bloc est, lui, s'appauvrit et connaît de violentes tensions internes opposant humains entre eux et humains contre Zettis. Ces difficultés prennent une telle ampleur qu'elles mènent à l'effondrement du bloc est. Les Zettis proposent alors la chute de la barrière, permettant l'ouverture des frontières et la réconciliation des clans. Si les Zettis trouvent rapidement un terrain d'entente, la réunification des humains riches et pauvres s'ouvre à la discorde, à des guerres soutenues par les Zettis et, malheureusement, à la fin de l'humanité par elle-même. J'ai bien conscience de l'aspect pessimiste et de la noirceur d'une telle fin possible, mais au regard de tous les éléments fournis par Kenneth Johnson, il est assez clair que V sonne à la fois comme un hommage à toute forme de résistance, mais aussi comme un avertissement. C'est avant tout l'œuvre d'un auteur, un auteur qui attire notre attention sur un bien précieux et fragile, un bien qui ne saurait être négocié ou manipulé par quiconque. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V, 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 V.
Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les dorifores. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez V, 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 V. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à parler de la chaîne autour de vous et à nous soutenir sur Tipeee. En attendant, on vous donne rendez-vous pour une prochaine théorie.